Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Chers amis des grandes interviews, je vous salue. Je reçois aujourd'hui ce monsieur qui n'est plus à présenter. Plusieurs fois, nous l'avons reçu sur nos antennes. En l'occurrence, le docteur Nyaka Lagoke, venu directement de DC pour prendre part à cette émission. Et le thème de ce soir, nous allons parler de l'Union africaine. 50 ans après le discours de Kwame Nkrumah, le 25 mai 1963 en Éthiopie, qu'est-ce qui se passe? Mythe ou réalité, fait ou fiction? Docteur, bonsoir. Bonsoir, Germain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais, vous êtes venu directement de Washington. Vous êtes activiste, défenseur du panafricanisme. Vous êtes pédagogue. Alors, 50 ans après le discours de Kwame Nkrumah, est-ce qu'on pourrait considérer ce discours comme étant un mythe, une réalité, un fait, une fiction? Non. D'abord, merci beaucoup. Je voudrais remercier l'équipe d'Ivoire TV. Parce que vous avez une particularité, l'émission que tu fais, des grandes questions. Vraiment, c'est un privilège pour moi. Merci. C'est vraiment un honneur parce que nous sommes en train de célébrer le Golden Jubilee de l'Union africaine. Donc, c'est une occasion pour qu'on puisse discuter. On peut être de différents bords, mais on doit pouvoir discuter du destin de l'Afrique. 50 ans après le rêve de Kwame Nkrumah qui parlait de l'unité africaine et de la création des États-Unis d'Afrique, je pense que le panafricanisme n'est pas un mythe, mais que c'est une réalité qui s'adapte aux circonstances et au contexte selon certaines conditions. Et pour ne pas être très long, je voulais mentionner quelques-uns rapidement. Il y a eu l'élection de Barack Obama, fils d'Africain, marié à une Noire-américaine. Donc son élection a renforcé les liens qui jadis étaient un peu brisés entre les Noirs d'Afrique et les Noirs américains. Il y a eu l'organisation de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. C'était la première fois. Donc il y a eu un sentiment de fierté, cette émotion panafricaine de tous les Africains de différents bords, de différentes ethnies, qui se sont sentis dans l'organisation de cette Coupe du Monde. Et comme Dieu sait faire les choses, le pays qui est arrivé en quart de finale, c'était le pays de Kwame Nkrumah, qui est le chantre du panafricanisme qui a envoyé ce mouvement-là sur le continent africain. Il y a eu aussi la libération de Nelson Mandela le 11 février 1990. Donc tous ces facteurs mis ensemble montrent que l'émotion panafricaine, l'idéal panafricain est toujours là, même si on n'a pas pu créer de façon organique les États-Unis d'Afrique. Alors, qu'est-ce qui véritablement bloque, je dirais, depuis 50 ans jusqu'à aujourd'hui, ou qu'est-ce qui a bloqué cette union ces États-Unis d'Afrique à partir du discours? Parce que le discours de Kwame Nkrumah était très clair. Il a dit, pour qu'on soit plus fort, il faut qu'on s'unisse et on sera plus résistant. Bon, il y a plusieurs facteurs. On pourrait passer beaucoup de temps pour discuter de ça. Rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a ce qu'on appelle le pacte néocolonial. Après les indépendances politiques des pays africains, ils se sont encore liés par un système socio-politique, culturel et économique par les puissances qui les ont colonisés. De telle sorte que la Côte d'Ivoire continue d'avoir des rapports privilégiés avec la France. Le Ghana continue d'avoir des rapports privilégiés avec l'Angleterre et le Libéria avec les États-Unis. Donc ça, c'est un élément. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle de façon globale l'impérialisme. Un système qui est mis sur pied par les Occidentaux. Il y a divers secteurs, la finance, des relations internationales, le domaine des médias, le domaine de l'intelligence. Et tous ces facteurs mis ensemble, les Occidentaux font tout pour pouvoir préserver leur suprématie sur les affaires du monde. Troisième élément, c'est les Africains eux-mêmes. Il y a l'élite africaine une bonne partie est corrompue. Et puis donc, elle pense que pour pouvoir maintenir par exemple, garder ses privilèges, il faut qu'elle défende les intérêts des Occidentaux. Quatrième élément, ce sont les faiblesses même des sociétés africaines, où il y a encore l'individualisme, l'égoïsme, et puis la jalousie, et toutes ces choses mises ensemble,
ça fait qu'on ne peut pas vraiment aller plus rapidement dans la création, par exemple, des États-Unis d'Afrique. Alors, docteur Nyaka, déjà le 23 mai 1963, à partir du discours de Kwame Nkrumah, on a pensé à ce que vous êtes en train de dire. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en ce moment c'était déjà trop tôt? Parce qu'en 1963, il y avait des États qui venaient juste d'avoir leur indépendance. La plupart des États africains ont eu leur indépendance en 1960. Chacun voulait préserver son autonomie. Alors, pour Kwame Nkrumah de venir là devant toute une assemblée de présidents en Éthiopie et de dire créons les États-Unis d'Afrique, est-ce que ce n'était pas un peu utopique de voir la chose Non, jamais. C'est une très très bonne question. Parce que parfois, quand les gens parlent des chefs d'État africains qui ont dirigé les États africains après les indépendances, les gens pensent que c'est une chose facile. C'était dans un contexte de guerre froide, où il y avait le bloc de l'Est en train de lutter contre le bloc de l'Ouest. De telle sorte que si tu ne promeux pas le capitalisme, les gens qui étaient du bloc, par exemple, du capitalisme, vont tout faire pour te détruire. Et c'était vice-versa. Donc, dans un tel environnement, quand tu viens et que des gens ont plusieurs types de différences, et de différents, linguistiques, idéologiques, doctrinales, et puis quelqu'un vient pour dire non, on n'a qu'à créer les États-Unis d'Afrique, et puis il parlait des États-Unis d'Afrique, mais sous la doctrine socialiste. Donc toutes ces choses-là montrent que c'était pas évident. Je ne dirais pas que c'est utopique, mais je pense que c'était difficile en son temps que maintenant. Parce qu'en ce moment-là, c'était vraiment une confrontation vraiment à mort. Aujourd'hui, on voit qu'il y avait un mouvement des non-alignés qui existait avec la conférence de Bandung en 1955, qui après a été fragilisé. Mais aujourd'hui, on a les États-Unis, la Russie est encore là, la Chine qui émerge, et il y a les BRICS, les pays de la Russie et surtout le Brésil. Donc tous ces facteurs mis ensemble aujourd'hui, il est possible de négocier un nouveau tournant pour l'Afrique. Donc le rêve de Kwame Nkrumah n'est pas mort. Il est peut-être allé un peu en léthargie, en hibernation, mais le rêve est toujours vivant. Mais en léthargie, c'est parce que je pense que déjà en 1963, nous avons des mordus comme Kwame Nkrumah, qui défendaient corps et âme la chose. Nous avons des modérés comme Houphouët-Boigny et Senghor. Et puis pendant ce temps, nous avons aussi des opposants, comme par exemple, parce que dans le West Coast, dans le West African Pilot de Lagos, paru le 18 mai 1961, Nnamdi Azikiwe contestait la vision déjà de Kwame Nkrumah. Donc, est-ce que ce n'est pas des effets de cause à effet qui se répercutent aujourd'hui sur notre 50 ans après, sur les générations actuelles? Bon, Azikiwe dont vous parlez, et en fait, comme on t'a dit tout à l'heure, Azikiwe dont tu parles avait une certaine forme de proximité avec Nkrumah. L'histoire montre que c'est lui qui a aidé Nkrumah à venir aux États-Unis. Ils ont fréquenté. Il était un peu le modèle. Voilà. Donc, mais après, il y a eu certainement une certaine forme de différence dans la façon de voir l'Afrique. Nkrumah a eu beaucoup de difficultés avec beaucoup de personnes. Ce n'est pas seulement avec Azikiwe. Il a eu des difficultés avec Houphouët-Boigny. Il a eu des difficultés même avec Julius Nyerere. Il a eu des difficultés avec tous ces gens-là parce que je me souviens d'une phrase de Houphouët-Boigny qui disait que pourquoi est-ce qu'on ferait tout pour se battre pour l'indépendance et puis au lieu de chercher à être sous le joug des puissances développées, on va venir se mettre sous le leadership d'un pays qui est sous-développé comme le nôtre. Et il parlait du Ghana. Donc il faut voir pour lui quand on dit que les pays africains devaient être ensemble, dans sa tête, cela veut dire que c'était sous Kwame Nkrumah et c'était une idée qui était inacceptable pour lui. Et donc pour la plupart des chefs d'État africains, je crois que c'est comme ça que les gens ont réagi. Alors qu'est-ce que nous devons célébrer aujourd'hui? Une autocolonisation dans la mesure où les présidents actuels voudraient façonner leur peuple selon leur vision. Est-ce que la colonisation aujourd'hui est faite de l'extérieur ou depuis l'intérieur? Bon, d'abord je ne suis pas très dans les affaires de célébration, mais c'est une bonne chose qu'on marque 50 ans pour que les Africains réfléchissent sur ce qui s'est passé et puis maintenant voir comment est-ce qu'on peut négocier le futur. Il faut savoir que quand le Ghana devenait indépendant en 1957, il y avait quand même beaucoup de pays africains qui n'étaient pas encore indépendants. 57.
Quelques années après, je crois qu'il y a eu les 14 États des pays de l'Afrique de l'Ouest là, en 1960, je crois, si je ne me trompe pas. Et puis il y a eu d'autres qui sont venus après. Et puis dans les années, il y a eu l'Angola, qui ont connu une guerre et donc qui ont connu une indépendance qui est venue un peu plus en retard. Et puis on a le cas des pays comme la Namibie et tous ces pays-là. Et donc récemment, l'Afrique du Sud en 1980. Je dirais quoi, 94, parce que Mandela a été libéré en 1990, il a fallu attendre 4 ans pour que toutes les lois de l'apartheid soient démantelées, et c'est avec l'accession de Mandela au pouvoir qu'on peut parler d'une société multiraciale démocratique en Afrique du Sud. Et des hommes comme Nkrumah ont contribué à la décolonisation de ces pays qui étaient encore sous la colonisation. Nkrumah a défendu, il a lutté pour le démantèlement de l'apartheid. Kadhafi, malgré tout ce qu'il a fait avec les guerres qu'il a causées en Afrique, a soutenu aussi la lutte contre l'apartheid. Donc, quand on pense aux 50 ans de l'Union africaine, on pense à ce processus-là. Donc, aujourd'hui, de façon pratique, il n'y a pas, de façon théorique, il n'y a pas d'État en Afrique qui soit sous le joug d'une forme de colonisation. C'est quelque chose à reconnaître. Il y a aussi une certaine progression en termes de réflexion d'idées. Le panafricanisme est un mouvement qui se régénère et qui s'adapte au contexte. Dans les années, pendant la colonisation, c'était la lutte contre la colonisation. Après, il y a eu la lutte pour la décolonisation. Et aujourd'hui, on doit réfléchir, par exemple, à des concepts, si tu veux, d'identité économique et puis d'indépendance économique. Et donc, toutes ces choses-là, c'est des moments de réflexion. Alors, docteur, quand vous dites on doit réfléchir, 50 ans après, combien de temps nous allons passer à réfléchir? Et véritablement, aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de l'Afrique, selon votre entendement, quels sont ces présidents-là qui défendent, je dirais, corps et âme, ces idéologies de Kwame Nkrumah? Est-ce que le panafricanisme existe bel et bien en Afrique pour que l'Afrique ne tende plus la main, l'Afrique ne quémande plus à l'extérieur? On a vu dernièrement dans le cas de la guerre au Mali, la guerre contre le terrorisme. L'Afrique n'était pas capable de défendre un de ses pays membres. Il a fallu l'intervention de l'extérieur. Jusqu'où devons-nous aller pour que l'Afrique se prenne en charge sur le plan économique, sur le plan bancaire, sur tous les plans, de tous azimuts? Okay. C'est une question que j'entends souvent et je sais que c'est une question que tu poses, pas forcément peut-être parce que tu le penses, mais parce que ça fait partie du débat que nous sommes en train d'avoir. De quoi s'agit-il? Moi, quand je parle du panafricanisme, je ne pense pas forcément au panafricanisme, si tu veux, des leaders. Quand je parle du panafricanisme, je parle des gens ordinaires qui ne sont pas en train de gérer les États africains. Parce que quand on parle de Kwame Nkrumah, avant que Nkrumah ne soit président du Ghana, Nkrumah a organisé. Il a organisé des conférences, il est allé partout pour parler. Jomo Kenyatta a fait la même chose. Donc les gens ont organisé des mouvements de masse contre la colonisation, et c'est après cela qu'ils ont été propulsés à cause du travail de lutte qu'ils ont organisé, et les populations se sont reconnues en eux, et c'est comme ça qu'ils sont devenus respectivement présidents ou bien premiers ministres en Afrique. Donc, quand on parle du panafricanisme, on veut voir Nkrumah président, Jomo Kenyatta président, mais avant d'être président, ils ont développé des idées panafricanistes. Nkrumah était à la conférence au congrès de Manchester en 1945, et il était l'un des organisateurs où George Padmore a joué un très grand rôle. Dubois était là-bas, Jomo Kenyatta, je crois, était là-bas aussi. Donc, ils ont fait tout ça. Donc, tu vois, la différence entre 1945 et puis 1957, c'est quand même au moins une décennie. Donc, pendant ce temps, les gens développaient les idées panafricaines. Il y a eu les 5 congrès du mouvement panafricain qui ont été organisés par Dubois. Le premier congrès en 1919, le dernier en 1945. Il y a eu les conventions de Marcus Garvey dans les années 20, ici à Harlem. Donc, il y a eu tous ces trucs-là, c'est tous ces événements-là qui font partie de l'histoire du panafricanisme. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut passer son temps à dénoncer ce que nous savons tous les jours? Que Laurent Gbagbo, ceci, que Alassane Draman Ouattara est cela, que Faure Gnassingbé n'est pas en train de faire ce qu'il doit faire, Kagame. J'entends ça partout où je passe. Et ma réponse est la suivante. Nous sommes ceux que nous attendions. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va venir d'une autre planète
pour venir faire avancer la vision panafricaine. Si Alassane Draman Ouattara était panafricain, on aurait vu ça dans son parcours. Si Ouattara n'a pas fait le panafricanisme, si Gnassingbé Bey Yadima n'a pas fait le panafricanisme, ce n'est pas subitement là où ils sont là qu'ils vont le faire. Donc ceux qui sentent la vision panafricaine doivent s'organiser. Premier élément. Deuxième élément, qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, quand je parle du panafricanisme, quand je passe partout, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie d'avoir une longue vie. Mais quelqu'un doit le faire. Et heureusement que je ne suis pas le seul. Donc il y a tous ces gens-là qui pensent que la vision panafricaine là doit être réenseignée aux gens, doit être réintroduite aux gens. Alors, Gandhi l'a dit, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Si on pense qu'effectivement il faut qu'on soit unis. Donc Germain doit être le symbole de l'unité et de la solidarité dans son espace. Et Lazare doit faire la même chose. Jérôme, Ali, c'est comme ça que progressivement on peut promouvoir la vision panafricaine. Donc en fait, il faut que la société civile soit beaucoup plus active. C'est comme c'est le mot que les gens, c'est le mot que les gens emploient. Mais il y a un poème que j'aime, que j'ai découvert, que j'aime réciter. Par rapport, quand on me pose la question que tu poses, que when life descends into the pit, I must become my own candle, burning myself willingly. To light the darkness around me. Donc quand tu vois que tout est noir là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu vas attendre que dans le noir, puis tu vas dire Ali, ou bien Germain, viens l'allumer. Si tu peux avoir une bougie, tu allumes ta bougie. Si chacun de nous allume sa bougie, on va produire le maximum de lumière pour pouvoir éclairer notre population. Oui, mais Dr Nyaka, est-ce que si ces bougies ne sont pas allumées, pour vous paraphraser, si ces bougies ne sont pas allumées, est-ce que ce n'est pas parce que, comme je le disais tout à l'heure, le colonialisme aujourd'hui existe véritablement depuis l'intérieur de chacun de nos pays, ce qui étouffe un peu la liberté d'expression de la masse populaire dont vous parliez tout à l'heure? C'est ce que je suis en train de dire. Quand on regarde l'histoire, est-ce que si tu as le temps de t'intéresser à la guerre civile des États-Unis, et je sais que tu l'as fait, mais les gens sont morts ici, au Vietnam, là, il y a eu 2 millions de morts au Vietnam. Est-ce qu'il y a un pays qui est plus répressif au XXe siècle là, que l'Amérique? Les Vietnamiens, là, ils ont survécu. Ils ont survécu, si tu veux, à l'impérialisme américain. Donc, si les Africains veulent regarder les faiblesses, le fait que l'impérialisme et le néocolonialisme sont tellement puissants, alors là, ça veut dire quoi? Donc, si on reconnaît que nous sommes défaits, donc ce n'est plus la peine de penser à quelque chose en ce qui concerne la lutte. Mais moi, ma position, c'est que on sait tout ça, là. Right? On sait ce que les Occidentaux font. Ils ont 60% de notre argent, comment on appelle là, au trésor pour le français pour les pays francophones. Quand on vend le cacao, il faut Boigny le disait avant. Oui, j'ai voulu faire, on m'a demandé un jour, c'est Oufou qui parlait. On m'a demandé pourquoi je n'ai jamais transformé le cacao. Oufou a dit, ah vraiment, si je voulais, les Occidentaux n'allaient pas le vouloir. Oufou l'a dit. Parfois, quand on attaque nos leaders, on n'a pas le sentiment que c'est des gens qui sont dans l'environnement dans lequel ils sont là. Je t'assure, 90% de ceux qui sont en train de les dénoncer là, s'ils sont dans le même contexte là, à moins, il faut m'écouter, c'est moi qui ai l'habitude de critiquer, qui te dit ça aujourd'hui, à moins que les gens créent les structures, qui les protègent et qui leur permettent de faire ce qu'ils ont à faire, mais mon ami, tu n'as aucune idée du niveau de corruption qui vient des Occidentaux. Ce qu'on met dans leurs oreilles, ce qu'on leur dit de ne pas faire. Et c'est pour ça que si on doit compter sur eux, ça va être difficile qu'on arrive là où on doit arriver. Alors, comment les libérer? C'est toi qui allumes ta bougie. C'est moi qui allume ma bougie. Je laisse-moi terminer. C'est toi qui tu dois te libérer. Moi, je me libère. Quand le nombre de gens qui se sont libérés là est suffisamment grand dans une communauté là, c'est comme ça que le leader qui sera la tête là, avant de réfléchir à préserver et à sauvegarder, à servir les intérêts des Occidentaux, il va réfléchir. Tant qu'on n'a pas créé cette masse critique d'individus qui ont une conscience politique élevée par rapport à la vision panafricaine ou même par rapport aux intérêts de nos États là, demain là, tu vas mettre n'importe quel président africain là, le résultat sera le même. Oui, mais docteur, je voudrais vous citer des exemples assez simples. En 90, Kadhafi s'est proclamé le chantre du panafricanisme. Il avait un peu la vision de Kwame Nkrumah, de créer les États-Unis d'Afrique. Thomas Sankara avait demandé qu'il y ait une monnaie commune en Afrique. Où sont ceux-là aujourd'hui? Est-ce que, véritablement, comme je le disais tout à l'heure, l'Afrique et les Africains, les enfants africains, ont cette liberté totale de pouvoir
Les gens aller au-delà de leurs idées sans le néocolonialisme. L'oppresseur ne te donnera jamais la liberté. La liberté, là, ça se conquiert. Mais le problème, c'est que c'est nous-mêmes Africains qui vendons nos frères africains. Ça, on le sait, on en a parlé tout à l'heure, on le sait. Il y aura toujours des gens qui vont venir, qui vont vendre leurs frères. Mais ce que je dis est que si Germain accepte d'aller au-delà de ce qu'on appelle ta zone de confort. Au prix de sa vie. Mais bien sûr. Et une fois que Germain n'est plus, les actions de Germain sont freinées parce que personne n'entend. Comme tu veux avoir ce genre de conversation, je vais te raconter une anecdote pour faire baisser la pression. Un jour, j'étais allé à une retraite spirituelle. En ce moment, j'étais en train de faire mes études et je n'avais pas encore fini mon doctorat. Et j'ai vu, il y avait un pasteur noir américain qui a vu mon plastique. Et c'est écrit Howard University. Donc il m'a demandé, dans un point de retraite spirituel, il dit, mais qu'est-ce que tu étudies? Il dit, non, je fais le panafricanisme. La question qu'il m'a posée, mais est-ce que tu sais ce qui est arrivé à tous ceux qui étudient le panafricanisme? Je lui ai dit oui, que c'est pour ça que je suis venu c'est pour ça que je suis venu ici pour prier 40 jours et puis 40 nuits. Mais si tout le monde doit avoir peur, ça veut dire qu'on ne pourra pas défendre les intérêts de nos populations. Donc Sankara a fait ce qu'il avait à faire. Gbagbo Laurent, quel que soit tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, il a fait un don de sa vie, un don de soi, pour que l'esprit de souveraineté là puisse être renforcé dans la conscience des Africains. Kadhafi a fait beaucoup de guerres, mais il a fait ce qu'il pouvait faire par rapport au mouvement panafricain. Cet idéal-là reste. Kwame Nkrumah a été considéré comme un dictateur, mais il a développé une vision panafricaine tellement forte qu'aujourd'hui, nous tous là, on se réclame de Kwame Nkrumah. Et devant le siège de l'Union africaine, il y a le buste de Kwame Nkrumah là-bas. Donc c'est une vision là, ça se nourrit, ça s'entretient. Et un peuple là vit de rêves et de visions. Et c'est ça que nous devons réactiver au XXIe siècle. Parce que le panafricanisme doit être la religion politique d'un grand nombre d'Africains au XXIe siècle. C'est comme ça qu'on peut... Ça veut dire que, docteur, vous espérez que dans les années à venir, il n'y aura plus de visa entre les pays africains? Ce n'est même pas un problème de visa. Actuellement, on a quoi? Je crois que le passeport de la CEDEAO. Voilà, le passeport de la CEDEAO existe. Moi, je peux me lever aussi aux États-Unis. Et puis, je vais aller, je vais aller au Ghana. Je peux aller dans tous les pays, je crois, dans tous les 16 pays. Je n'ai pas besoin de passeport. C'est déjà une avancée. L'Afrique compte 54 pays, docteur. Non, mais les États-Unis ne sont pas devenus 50 États du jour au lendemain. Non, ça a pris des décennies. Ils étaient 13 au départ. Après, il y a eu l'achat de la Louisiane. Après, ils ont ajouté le Texas. Après, ils ont ajouté progressivement jusqu'à ce qu'aujourd'hui les États-Unis soient 50. L'Union européenne, ils étaient 3 au départ. Le Benelux. Après, aujourd'hui, ils sont devenus 27. La Russie, en 1917-1928, après la révolution bolchevique, il y avait 4 États. Et progressivement, en profitant de la Seconde Guerre mondiale, Staline a pris beaucoup de territoires en Europe là-bas qu'il a mis sous le joug de l'Union soviétique. À un moment donné, il y avait une bonne quinzaine d'États. Ce que je veux dire, c'est quoi? La Côte, c'est parce que, si on peut revenir sur l'affaire de Côte d'Ivoire, c'est parce que... C'est parce que Alassane Ouattara n'est pas en train de faire ce qu'il faut faire. Sinon, la Côte d'Ivoire et le Burkina, là, ça peut devenir un pays, c'est-à-dire le lendemain. Côte d'Ivoire et Burkina, là. On retourne en 1947 où les Occidentaux ont divisé les deux États à un moment donné. Mais je veux te dire que la Côte d'Ivoire et le Burkina, parce que la population burkinabé en Côte d'Ivoire, là, ça va être difficile qu'on demande à tous ces gens qui sont là, dont les enfants sont nés là-bas, on leur demande de tous partir au Burkina. Si maintenant Ouattara est en train de tout faire pour donner les papiers aux gens qui sont nés en Côte d'Ivoire avant 61, parce qu'il veut les avoir comme un bétail électoral ou des gens qui vont voter pour lui, c'est-à-dire l'intention n'est pas saine. Mais si quelqu'un a une vision panafricaine claire et il estime qu'il faut même créer les conditions en Afrique, enfin en la sous-région, les deux premiers pays qui peuvent former un seul pays en moins de, c'est-à-dire assez rapidement en Afrique là, c'est la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais ça, malheureusement, nos dirigeants ne l'ont pas fait. Il faut voir, je me souviens, avait voulu donner la nationalité au Burkinabé dans le temps et les gens ont refusé. Mais je veux dire que ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Et si la France et l'Allemagne qui se sont retrouvés à 2 reprises dans les 2 bords différents pendant les 2 plus grandes guerres mondiales dans le monde, et aujourd'hui l'Union européenne, ce qu'on appelle
a pour socle, l'Allemagne et la France, la relation entre l'Allemagne et la France. Je veux dire que en Afrique, là, de l'Ouest, là, qu'au-delà de ce qui s'est passé aujourd'hui, et il faut que demain, on s'asseye pour discuter de ce qui s'est passé, qui a fait quoi, comment le Burkina s'est impliqué dans la crise en Côte d'Ivoire, mais il faut qu'on s'asseye pour réfléchir. Et la Côte d'Ivoire et le Burkina, là, si cette crise-là est bien gérée et qu'on saisit cela comme une opportunité, les deux premiers pays peuvent former un État pour qu'on puisse créer les États-Unis d'Afrique à partir de l'Afrique de l'Ouest. Vous disiez tout à l'heure que le président Alassane, on va revenir sur le problème de la Côte d'Ivoire, je ne voulais pas parler dans ce sens-là, mais comme vous avez commencé, vous disiez tout à l'heure que le président Alassane a donné la nationalité aux Burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire. Non, tu as tous les étrangers, pas les Burkinabés seulement. Tous les étrangers. Ceux qui sont en 1961. Depuis 1961. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est dans cette logique de l'idée de Kwame Nkrumah, est-ce que vous ne pensez pas que ça doit commencer quelque part? Et ça doit commencer par, peut-être quelque part, donc le président Alassane a eu cette chance-là de commencer pour que d'autres pays, effectivement, le suivent. Non, c'est-à-dire le problème... Au lieu d'utiliser ça comme bétail électoral? Non, c'est-à-dire, comme on se connaît, quand moi je parle des affaires des principes, là, ou bien des plans de développement, je fais ce que je peux pour que ça aille au-delà des hommes. Houphouët-Boigny a combattu Kwame Nkrumah. Houphouët-Boigny n'a pas embrassé le panafricanisme comme Kwame Nkrumah. Mais ce que Kwame Houphouët-Boigny a fait, dont nous profitons aujourd'hui, à cause de l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un melting pot. En Côte d'Ivoire, tu prends 3 familles, il y a au moins 2, où quelqu'un vient d'une ethnie qu'on considère comme traditionnelle en Côte d'Ivoire, peut-être Bété, Baoulé, Djoula, ou bien Atié et Yakouba. Et puis il y a quelqu'un qui peut venir d'une ethnie du Burkina, du Mali, du Sénégal. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est ce que je disais quand je parlais de la crise ivoirienne, est le macrocosme des États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique qu'on veut bâtir là. La Côte d'Ivoire est le macrocosme en miniature. Donc, or, Houphouët-Boigny n'a pas embrassé le panafricanisme, mais ça fait partie de son héritage. Nous utilisons cela. Maintenant, si M. Ouattara Alassane estime qu'il est vraiment sincère par rapport à l'idéal panafricain, la façon dont il est en train de faire, où il a été prouvé qu'à un moment donné de son parcours, il a été reconnu comme burkinabé, et puis on a dit qu'il allait représenter les intérêts des étrangers, et tu arrives à une question aussi sensible que tu ne soumets pas au référendum, même si ça faisait partie des accords de Marcoussis, et que tu n'arrives pas à engager un débat sérieux autour de la question, et tu le fais, et on sait que à la fin, là, si les gens votent pour toi, et ce sera peut-être parce que tu leur as permis d'avoir une nationalité en Côte d'Ivoire, j'ai dit que ce n'est pas propre. Mais sinon, s'il était animé d'intention pure et propre par rapport à la question, un débat sérieux en Côte d'Ivoire sur cette question de nationalité, tu vois, je suis en train de parler. Moi, je ne suis pas Djoula, je n'ai pas un parent étranger, mais je crois au panafricanisme et je suis contre l'idée selon laquelle en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien de souche multiséculaire. Moi, je suis contre l'idée. Parce que dans ma famille, là, j'ai des neveux qui ont des visages de peuls guinéens. Dans ma famille, il y a mes neveux, mes nièces. Leur papa vient du Burkina Faso, parce que c'est la Côte d'Ivoire. Et toi, dans ta famille, c'est la même chose. Absolument, voilà. Oui, absolument. Donc, moi, je ne veux pas venir parler de souche multiséculaire quand je sais que mes neveux, là, leurs parents là, viennent du Burkina, du Mali et de tout comme ça. C'est ça, la richesse de la Côte d'Ivoire. Donc, ce débat-là n'a pas eu lieu sous Gbagbo. Et ce débat-là n'est pas en train d'avoir lieu sous Alassane Dramane Ouattara. Et ce débat n'a pas eu lieu sous Houphouët-Boigny. Notre génération, quand on parle du panafricanisme, ce sont ce genre de questions dont on doit traiter, mais vraiment c'est trop sensible pour que les gens puissent faire entrer ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ou encore la question de la terre. On reviendra sur ça, la question de la terre. Absolument. Voilà, la question de la terre. La terre appartient à celui qui la oui. met en valeur. Bon, maintenant, quand après la guerre, Ouattara, tu deviens président, qu'il est prouvé que des gens viennent des différentes régions pour prendre les terres des Ivoiriens. Et ce n'est pas forcément les BT. Sans insulter les BT, on sait que beaucoup d'entre eux ne sont pas des planteurs. Donc, c'est les terres de ceux qui sont dans la plantation. Mais quand cela se passe ainsi, c'est un souci. Voilà. Ce que je veux dire, quand on parle, ceux qui aiment Ouattara, qu'ils aillent lui dire que ça là, ce n'est pas bon pour lui. Ça, c'est par rapport à la Côte d'Ivoire et c'est par rapport au panafricain. Parce que si la Côte d'Ivoire réussit son intégration nationale, quand je dis intégration nationale, parce qu'on a toutes les populations en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en vous alimentez un peu ce doute que la Côte d'Ivoire va réussir. Parce que non, mais je veux dire parce que à vous entendre parler, vous dites... Non, parce que je l'ai déjà dit, que là où on s'en va, ça va être difficile. Mais ce que je veux dire, pour rester un peu sur la question, si c'est demain, si les circonstances font que la Côte d'Ivoire réussissait,
son intégration nationale. Qu'est-ce qui vous fait dire que la Côte d'Ivoire ne va pas réussir son intégration? Non, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, que ce soit avec Gbagbo, avec Alassane Dramane Ouattara ou Fobon, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas eu de débat. Qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien? Voilà. Qui a droit à quoi? On n'a pas ce débat-là. En Amérique, là, qu'on est ici, là, les gens font le débat. On ne se lève pas comme ça, même la loi sur l'immigration. Les gens sont en train de faire le débat partout. Ce n'est pas un président qui va décider par ordonnance qu'il faut donner, si tu veux, les papiers à tous les Hispaniques qui sont ici. C'est de ça que je parle. Donc je dis que si la Côte d'Ivoire réussissait son intégration nationale, qui en même temps signifie l'intégration du microcosme des États-Unis d'Afrique à cause de la sociologie et de la démographie de notre pays, je dis bien qu'on aura jeté. Parce que quand on parle de panafricanisme, il y a des gens qui pensent que bon, un matin on va unifier tous les 54 pays. Et je parle de notre pays à cause de ce qu'il offre comme avantage par rapport à l'idéal panafricain. Et si nous le réussissons, nous pouvons être cette lumière-là, voilà, qui peut amener à faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit véritablement l'espérance de l'humanité. Voilà, docteur, voilà, nous avons invité certains amis avec nous. Nous allons leur permettre certainement de s'exprimer, de poser leurs questions. On parle du panafricanisme. On parle du panafricanisme, mais bien sûr, comme vous êtes allé dans le sens de la Côte d'Ivoire et qu'ils jouissent d'une liberté d'expression, on va leur permettre de s'exprimer. Il n'y a pas de problème. Monsieur Ali, allez-y, vous vous présentez. Ok. Merci Germain, merci cher invité. Vraiment, j'aime bien votre débat. La question du discours de Kwame Nkrumah en 63, savoir si c'était vraiment un mythe ou une réalité, moi je dirais que c'était un mythe. Parce que j'ai l'habitude de dire que l'Occident n'a pas battu le reste du monde à cause de son intelligence, mais plutôt à cause de son organisation. Et moi je crois qu'à l'indépendance, d'abord beaucoup de pays n'étaient pas encore indépendants. Parler de fédération, moi je crois que c'était très très difficile. Les premiers pays qui ont fait la fédération dans le monde, c'est les États-Unis. Mais il faut d'abord voir comment la fédération a réussi ici. Les 13 premiers pays, ils avaient certainement un ennemi commun, qui était les Anglais. Les Anglais sont partis, ils les ont chassés, et c'était plus facile de les mettre ensemble. Et là, ils avaient un ennemi commun. Et pour la réussite même de la fédération, du début de la fédération aux États-Unis, si on se rappelle encore de l'histoire des États-Unis, les deux ennemis du monde à l'époque, c'était les Français et les Anglais. Les Français ont pris cause pour l'Amérique, pour pouvoir battre effectivement les Anglais. Donc les Anglais sont partis, c'est pour ça que la fédération ici a réussi. Mais en Afrique, d'abord, quand on parle de fédération de l'Afrique, moi-même je pense que c'est un rêve. Parce que l'Afrique fait peut-être 2 fois et demi ou 3 fois les États-Unis. Et avec notre système d'organisation, il serait impossible de gérer. Je pense, si Kwame Nkrumah avait vraiment pensé à une fédération régionale d'abord, step by step, et que la première fédération régionale avait réussi économiquement, politiquement à se développer, les autres allaient joindre, comme quand on a parlé des 13 États, il y a d'autres pays qui ont joint facilement, d'autres States qui ont joint facilement. Parce que tous les States ici n'étaient pas dans la fédération. Parce qu'ils ont vu que c'était un succès. Moi, je crois qu'on n'a pas pu vendre le succès de la fédération avant de demander que l'Afrique soit fédérale. Okay. Voilà. Oui, merci M. Ali. Dr Nyaka, allez-y. Non, Ali, c'est pas, on va se tutoyer, hein, mais tu as dit un truc qui est très très important, dont je parle souvent, que j'ai oublié ce soir. Peut-être que je suis fatigué. Merci. Non, c'est la question de l'organisation. Entièrement d'accord avec toi. Tu vois. Quand on va intégrer, quand on va avoir un sens d'ordre, comme on sait que l'adage dit que les sociétés organisées sont les sociétés qui sont supérieures. Donc, le jour où on va intégrer cette organisation-là, que ce soit au niveau d'une coopérative, que ce soit au niveau d'une église, que ce soit au niveau d'une mosquée, que ce soit au niveau de la vie communautaire d'un quartier,
et pour que cela puisse se répercuter sur nos sites, nos villes, nos régions et nos États, quand on aura intégré ça là, je pense qu'on aura fait un bon qualitatif. Et vraiment, je te remercie parce que jamais il me donne un élément pour mieux expliquer ce que je disais. Quand je disais que c'est au niveau des... Quand tu parlais de société civile, c'est-à-dire c'est au niveau du commun de mortels, avant même d'arriver au niveau des États. Et donc, si on arrive à intégrer que, bon, on embrasse la vision panafricaine avec un sens d'organisation, à un moment donné, là, nos chefs d'État, là, avant de faire quelque chose, ils vont réfléchir, ils vont se dire non, nos sociétés là ont une conscience élevée, évoluée, ils sont organisés. Parce qu'il y a un autre adage qui dit que peut-être les États africains ont les leaders qu'ils méritent. C'est par rapport au fait que nous sommes ce que nous sommes qu'on produit ce genre de leaders. Premier élément. Mais Ali, tout à l'heure tu as parlé de l'histoire un peu de la fédération aux États-Unis. C'est un très bon élément. Mais c'est en combien d'années ils ont fait ça? Ce n'est pas en 20 ans, non? Ce n'est pas en 20 ans. Jusque même au début du 20e siècle, là, en Amérique ici, là, vers la fin du 19e siècle, chaque État avait sa monnaie. C'est au début du 20e siècle que les gens ont commencé à avoir une monnaie commune. Ben, ils se sont battus. C'est aujourd'hui, on voit ça aujourd'hui encore, avec les gens du Texas qui pensent à la sécession, ou bien avec les gens de la Confédération, ou encore des gens qui pensent que bon, l'État fédéral ne doit pas s'impliquer dans les affaires domestiques de l'État. Donc, imaginez au 18e, au 19e siècle, c'est-à-dire l'intensité de ce débat ici. C'est la même chose aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, 50 ans là, ça paraît beaucoup, mais ce n'est rien dans l'histoire d'un continent. Troisième élément, quand on parle des États-Unis d'Afrique, moi, je n'ai jamais dit qu'on va unifier les 54 États africains. Jamais. Et j'ai même donné, il n'y a pas un continent qui soit, qui ait tous ces États unifiés. Même en Amérique du Nord, là, il y a le Canada et puis il y a les États-Unis. Non, en Amérique du Nord. On met le Mexique en Amérique du Nord. Ok, moi je le mets en Amérique latine. Voilà. Donc même aux États-Unis et même en Amérique du Nord. Et en Europe, on a les 27 États de l'Union européenne. Et puis à côté de ça, on a tout le reste. Donc c'est pour dire que, tout à l'heure j'ai parlé du Burkina et de la Côte d'Ivoire. L'unité africaine peut partir de l'Afrique de l'Ouest. Si nos leaders arrivent à être sincères et que les populations s'impliquent dans le processus, c'est au-delà des guerres qui font mal à tout un chacun, on peut réfléchir à une vision future pour l'Afrique. Et l'Allemagne et la France nous ont donné l'exemple. Après avoir fait les 2 guerres mondiales, elles ont constitué de ces 2 nations le socle sur lequel a été bâtie l'Union européenne. Donc c'est ce que je voulais dire, quoi. Oui, docteur, avec votre permission, nous avons un autre invité qui voudrait intervenir. Monsieur Fofana Karamoko, qui est le président de l'Union des Ivoiriens de New York. Monsieur Karamoko, allez-y, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur le docteur Nyaka. Personnellement, j'ai été très impressionné par le début de votre intervention. Mais à la fin... Si Ouattara, là. Non. Je sens un peu que vous êtes un peu trop théorique. Ah, ok, trop théorique. Là, je ne parle pas politique. Okay. Voilà, je parle en tant que... Non, il n'y a pas de problème. Il faut parler de l'aspect théorique. Voilà. Je vais répondre Donc, à ça. Ce que je voudrais vous reprocher, il me semble que vous êtes un peu trop théorique dans vos propos. Au début, Kwame Nkrumah avait une vision claire et nette. L'Afrique aux Africains. Voilà pourquoi il a parlé de l'unité africaine. Et quand on lit les écrits de Kwame Nkrumah, ce qu'il a écrit 50 ans, aujourd'hui, nous voyons que l'Afrique est sur cette voie. Et Houphouët-Boigny n'était pas opposé à Kwame Nkrumah. Quand vous dites opposé, je ne sais pas dans quel sens vous l'employez. Houphouët-Boigny était un panafricaniste. Il a dit que nous voulons une union de l'Afrique de façon plus prudente et progressive. Et c'est à ce que nous assistons aujourd'hui. Nous sommes partis de l'Organisation de l'Unité africaine et aujourd'hui, nous aboutissons à l'unité africaine. Et quand tu lis les chartes de l'unité africaine, on sent effectivement que dans les années à venir, l'Afrique vraiment va s'exprimer sur l'échiquier international. Donc aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, vous reprochez aujourd'hui au président Alassane Ouattara de donner la nationalité à des hommes, je crois, qui sont nés... De cette façon. Mais je pense bien que c'est selon
C'est selon la constitution ivoirienne. Pas de problème. Qui a été modifiée, je crois, en 1972, si j'ai bonne mémoire. Donc, tous ceux qui sont nés de 1960, c'est-à-dire de 1970, 72 pour descendre, je crois que logiquement, ils doivent avoir la nationalité ivoirienne. Okay. Voilà. Et moi, je pense que c'est encore une forme d'intégration africaine. Ok. Voilà. Pas de problème. Donc, je vais pas de problème. Merci beaucoup. C'est quoi, comment il s'appelle? Fofana. Merci beaucoup, Fofana. Hein, Karamogo. Merci beaucoup. Moi, tout à l'heure, quand je vous ai entendu parler, j'ai eu un petit sentiment de satisfaction qui m'a traversé. Voilà. Et donc, c'est à cela que les Germains, les Jérôme et puis les Lazare, c'est-à-dire peut-être que vous n'arrivez pas à voir ça aujourd'hui, mais ce n'est même pas parce que vous m'interviewez, mais vous faites un travail qui est extraordinaire. C'est pour ça que chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec vous, vraiment, je fais tout pour être avec vous. Parce que nous, on veut que les Africains aient ce genre de conversation. Vous êtes avec moi, vous avez vu ce genre de débat ailleurs? Pas vraiment. Donc, quand on discute, c'est bien. Vous êtes du Nord, moi je suis de l'Ouest, on n'a certainement pas les mêmes idées idéologiques, lui il est du centre, on est ivoirien, on doit débattre de ce genre de choses. Et un jour, peut-être qu'on doit se dire, ah, vraiment, ce que Ali a dit, ce que Karamogo a dit, vraiment, moi je vais apprendre ça et puis je vais intégrer ça. C'est comme ça que je fais quand je fais mes débats. Donc j'apprécie ça. Maintenant, rapidement, pour ne pas être très long, bon, quand on dit que j'ai très théorique, je vais répondre à ça. Houphouët-Boigny a créé le RDA en 1946, le syndicat agricole africain en 1944. Et le RDA était représenté dans au moins 8 territoires pendant la colonisation. Et donc, il avait un avantage par rapport à Nkrumah. Nkrumah, c'était juste le Ghana. Nkrumah avait un avantage. Et Houphouët avait un avantage. Et donc, je le dis souvent, que si Houphouët-Boigny voulait créer, s'il y avait un président africain qui pouvait créer les premiers États-Unis d'Afrique, là, c'était Houphouët-Boigny. Mais, peut-être qu'il n'a pas été suffisamment courageux pour confronter l'Occident. Donc, quand il a vu que les Occidentaux voulaient démanteler, voulaient donner les indépendances aux pays africains un à un, donc il a accepté ça, certainement parce qu'il n'était pas prêt pour mener cette bataille-là avec les Occidentaux. Mais, Houphouët-Boigny aurait pu, et il avait cet avantage-là. Mais qu'est-ce qui est panafricain? Est-ce que c'est seulement le discours ou ce sont les actes? Or, au niveau des actes, Houphouët-Boigny n'a pas trop travaillé par rapport à cela. Donc, on ne va pas rentrer trop dans ça. Le Conseil de l'Entente a été créé en 1959. C'était en réaction à un autre mouvement qui était créé par d'autres personnes qui défendaient l'idéal panafricain. Et puis, mais je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit pour Ouattara, par rapport à la nationalité, et j'ai dit que c'est la façon dont il fait que je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est malsain. Mais, comme Houphouët-Boigny, qui a combattu le panafricanisme, mais à cause du melting pot, qui a été resté, la Côte d'Ivoire est restée fidèle à son histoire, quand les Burkinabés, les Maliens venaient au temps de la colonisation dans les plantations de cacao, ça fait qu'aujourd'hui, là, quand on dit qui est Ivoirien, là, si tu me dis qu'un Ivoirien, c'est seulement celui qui a les 2 parents baoulés, je me dis non. Notre code de nationalité dit il y a 4 conditions pour qualifier un Ivoirien. Tes 2 parents peuvent être Ivoiriens, un parent peut être Ivoirien, et puis tu peux être Ivoirien par mariage, et puis tu peux être Ivoirien par naturalisation. Donc le point que vous soulevez sur la nationalité, c'est un point qui est valide. Je dis seulement que la politique là, ce n'est pas la décision que tu prends, mais c'est comment tu prends la décision et qui prend la décision. C'est ça qui fatigue Ouattara dans ce cas-là. Si c'était Germain qui était président qui faisait ça, on va dire, ah mais lui aussi, mais il est baoulé et puis il fait des choses comme ça. Bon, on va voir. Mais Ouattara, on te dit déjà que toi-même là, tu es burkinabé. Et puis on te dit que tu fais tout, au moment où tu annonces que tu vas être candidat en 2015 là, c'est là que tu vas donner les papiers aux gens. Donc, naturellement, c'est tout ça qui fragilise ce qui pouvait être positif à ce niveau. Maintenant, par rapport à Sankara, on a demandé à Sankara un jour, l'impérialisme c'est quoi? Il dit l'impérialisme c'est le riz que vous mangez. Parce que les Africains ne produisent pas, en fait ce qu'on mange là, ça vient d'ailleurs. Bon, comme tu m'as dit que tu parlais un peu de l'aspect théorique. 2 éléments essentiels que je vais dire, après le poème que j'ai lu, qui pourrait te paraître théorique. L'agriculture, l'autosuffisance alimentaire, aussi simple que ça. Quand le Japon a conquis son autosuffisance alimentaire, les familles là, avaient 1 hectare, 2 hectares. Et c'est un grand nombre de personnes qui avaient 1 hectare, 2 hectares pour se nourrir, et puis pour nourrir le voisin là. C'est comme ça que le Japon a conquis son autosuffisance alimentaire sur une période de 30 ans. C'est ce qu'on doit faire en Afrique. Au lieu que Alassane Ouattara donne les 125 000 hectares de terre en Côte d'Ivoire
pour que les gens puissent s'aimer du riz pour nourrir les Ivoiriens. Ça va être contrôlé par une puissance occidentale. Et puis ils vont spéculer sur le prix du riz. Et qu'à Côte d'Ivoire, les gens puissent avoir faim. Je dis que ceux qui l'ont soutenu, comme ceux qui ont soutenu Gbagbo Laurent, si ces gens-là avaient été mobilisés pour travailler dans les plantations, pour qu'on puisse faire une autosuffisance alimentaire, peut-être 10 000 personnes en Côte d'Ivoire, on aurait essayé de régler le problème. Donc quand on parle, ce n'est pas pas tellement théorique. Autre élément, sur l'agriculture, tu fais de la nourriture pour te nourrir et pour nourrir ton voisin. Le plan de l'énergie, ça c'est sur ça que je vais terminer par rapport à cet élément-là, parce que c'est important. La rivière du Zaïre, Congo, représente 30% si tu veux d'eau fraîche en Afrique. Si les gens font le développement hydroélectrique autour de la rivière du Congo, on peut produire de l'électricité pour tout le continent africain. Cheikh Anta Diop en a parlé. Peut-être qu'on n'a pas l'argent pour pouvoir faire ce projet, parce que ça demande des milliards de dollars. Mais il y a des choses simples qu'on peut faire. Comme on sait que l'énergie, là, c'est ça qui soutient l'industrialisation. C'est ça qui fait que l'agriculture peut être, si tu veux, mécanisée. C'est ça qui peut faire l'irrigation. Comme on le sait, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faudrait que les Africains, quand chacun allume sa bougie là, on s'implique dans le développement de l'énergie. Et le soleil là, on peut ne pas aller sur Mars, on ne peut pas aller sur la Lune, mais il est possible qu'on puisse dompter les rayons du soleil pour produire l'énergie solaire qui puisse être contrôlée par les populations et par les individus et par les communautés, mais pour que cela ne soit pas encore dans les mains des Occidentaux. Sinon, ils sont en train de travailler là-dessus en Allemagne. D'ici 2020, là, les gens ils ont un projet très clair, comment produire l'énergie solaire et puis envoyer cela en Europe pour pouvoir donner l'électricité à 500 millions d'Européens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour répondre à ton affaire par rapport à l'aspect théorique, donc ce sont des idées. Moi, voici ma contribution et après on passera à d'autres aspects beaucoup plus pratiques. Docteur Nyaka, est-ce que vous croyez en la démocratie en Afrique? La démocratie, est-ce qu'on a le choix? Les gens vont se battre, il y aura des guerres après les élections, mais on va arriver à cette... Il y a eu une alternance au Sénégal, non? Et puis ça s'est bien passé. De manière générale. Oui, non, au Sénégal. C'est un cas isolé. Non, il y a au Botswana, il y a eu des trucs où l'alternance arrive en Afrique. Ce que je veux dire. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut parler de panafricanisme aujourd'hui sans qu'il n'y ait de démocratie? Non, c'est pas possible. La démocratie est un élément fondamental. Moi, je crois en ça. Je crois en ça. Vous avez parlé tout à l'heure de l'énergie de bas-fonds du Zaïre qui pourrait produire de l'électricité pour toute l'Afrique. Déjà, dans les années 2000, l'Afrique était endettée à la hauteur de 200 milliards de dollars. Ça veut dire que, véritablement, l'Afrique ne veut pas se prendre en charge. Il faut que l'Afrique dépende encore de l'extérieur. Non, mais jamais. Vous y arrivez. Si les Allemands sont en train de développer... Jamais. Je n'ai pas envie d'insister sur ça. J'ai dit, aujourd'hui, là, on connaît les limites de nos leaders. Parfois, ils ont leurs faiblesses. Parfois, les pressions sont trop sur eux. Il est maintenant important pour chaque individu. Est-ce que tu as regardé le documentaire The Man Who Built America? Si vous avez l'occasion, allez-y regarder le documentaire. Vous allez être surpris. C'est-à-dire que Ali a des éléments là-dessus. Ceux qui ont bâti l'Amérique, là, c'est pas les leaders c'est pas forcément les leaders de l'État fédéral. Les Rockefeller ont investi dans des secteurs bien déterminés. Les Carnegie ont investi. Et puis, il y en a qui ont fait des chemins de fer pour lier les différents États. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est comme ça qu'ils ont contribué à l'unification. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu les chemins de fer qui avaient été faits à un moment donné par le gouvernement américain. Mais il y a eu des individus qui sont impliqués. Et c'est comme ça que l'Amérique est ce qu'elle est aujourd'hui. Docteur Nyaka, nous tirons vers la fin de cette émission. Je vais vous donner 3 mots. Vous n'avez plus de questions, hein? Nous tirons vers la fin de cette émission. Je vous donne 3 mots. Je voudrais demander votre point de vue sur ces 3 mots. Reconnaissance, diaspora, panafricanisme. Reconnaissance, ça veut dire quoi? Reconnaissance, ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que la Côte d'Ivoire peut s'afficher, peut-être la Côte d'Ivoire, l'Afrique peut s'être affichée et être reconnue comme étant ce continent, comme le disait M. Ali tout à l'heure, qui pourra être propulsé de l'avant, reconnu par ses propres enfants. Non, mais ça, quel est le rôle de la diaspora dans ce processus de reconnaissance et comment est-ce que le panafricanisme peut être maintenu? Bon, moi je ne vais pas... Surtout pour les générations à venir. Bon, je ne vais pas prendre trop de temps sur cette question. Ma position est unique. Alors, le panafricanisme a toujours été au sujet du renforcement des liens entre les Africains et les peuples de descendance africaine.
Donc à un moment donné, ces rapports étaient en hibernation. Aujourd'hui, avec l'élection d'Obama, aujourd'hui, les Noirs américains, les Érythréens, tous ces gens-là se retrouvent, enfin, Éthiopiens, tout le monde commence à retrouver dans un esprit, si tu veux, d'unité, rapidement. Deuxième élément, ce que j'ai l'habitude de dire, quand je parlais tout à l'heure des leaders que nous dénonçons ici aux États-Unis, ici, on passe notre temps à attaquer tous les leaders en Afrique. Mais si la diaspora africaine n'est pas aussi unie aux États-Unis, là, ça, c'est pas la faute de Kagame. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, là, on a des faiblesses que nous devons corriger. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, il est plus facile pour la diaspora de s'unir aujourd'hui que d'espérer voir les pays, les peuples, les masses africaines être unis en Afrique. Parce que ici, là, nous sommes dans un contexte de liberté. Et puis, donc, rien ne nous empêche, sauf que, on est victime de nos faiblesses d'individualisme et puis de jalousie et de toutes ces choses-là. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que nous avons colporté depuis notre Afrique? Non, on n'a qu'à laisser cette question. Le deuxième point, c'était quoi? C'était quoi? Reconnaissance, diaspora et panafricanisme. Non, je crois que j'ai répondu à ça. Je crois que les frères voulaient dire quelque chose avant que je ne passe à la conclusion. Oui, je pense que nous tirons vers la fin de cette émission. Nous tirons vers la fin de cette émission. La régie me fait dire que nous n'avons plus assez de temps, mais je crois que nous allons laisser juste, encore une fois de plus, la parole à nos invités. Et puis après, nous allons recueillir votre mot de fin. Et puis pourquoi pas, voilà, on va se séparer. Monsieur Ali, allez-y. Et peut-être, soyez très bref. Voilà, très bref. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Voilà, ce que je voulais revenir rapidement sur la partie d'Alassane par rapport à la nationalisation, le dernier. Vous savez qu'en politique, on peut dire n'importe quoi. Tout ce qu'on veut, et même justifier. Maintenant, il suffit d'analyser ce qui se passe. Parce que quand on dit tous ceux qui sont nés avant 60 ou bien 72, ceux-là n'ont pas encore leur nationalisation en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose d'injuste. Or, vous savez très bien que l'injustice n'envoie jamais la paix. Donc, ils existent. Il y a eu plein de présidents qui sont passés, ils n'ont pas réglé le problème de ceux-là. Le président actuel en a souffert, donc vous ne comprenez pas pourquoi il est beaucoup plus intéressé à régler ce problème, puisqu'il sent la douleur que lui l'a eue, par rapport aussi à ceux qui souffrent de la même manière. Vous savez très bien que quand tu passes quelque part, tu comprends ceux qui sont là-bas actuellement. Monsieur Ali, merci. Je crois que monsieur Karaboko, votre dernière intervention. Monsieur Dr Nyaka, panafricaniste, résident aux États-Unis, plus particulièrement à Washington, D.C. Quel peut être votre apport dans le panafricanisme en Afrique? Merci beaucoup. Et puis, Dr Nyaka, comme moi, la dernière question, voilà, je crois qu'on va englober tout ça. Quel est votre point de vue? Il ne nous reste plus que 3 minutes d'émission. Quel est votre point de vue sur l'actualité en Côte d'Ivoire? Ok. Je vais commencer par l'actualité et puis je vais terminer sur ce que le président a dit. Rapidement, hein. Bon, Ali, moi je ne sais pas comment je vais dire ça. J'ai déjà dit que l'idée d'avoir une unité, c'est une intégration ivoirienne en Côte d'Ivoire beaucoup plus forte. Je suis pour le principe. Ça, je l'ai dit. Avant que je ne te vois, c'est comme ça que je parle. Voilà, c'est pas parce que tu es ici dans la salle. J'ai toujours parlé comme ça. Et je donne l'exemple de ma famille. Moi, mes soeurs, je ne parle pas de mes soeurs, les enfants de mon papa. Guinéens, Burkinabés, ceux dont je me souviens. Il y a un de mes neveux s'appelle Mohamed. Quand Mohamed rentre dans une salle, tu regardes son visage, tu ne peux pas savoir que sa maman est bêtée. Tu vois, et ça est partout en Côte d'Ivoire. Donc, le principe de vouloir régler cette question de nationalité, je suis d'accord pour le principe. Ça, je l'ai dit hier, aujourd'hui et demain. Seulement, ce que je dis, c'est que c'est la façon dont c'est fait là. Je dis bien que ça va créer beaucoup plus de problèmes. Moi j'étais journaliste à Abidjan, j'ai suivi le problème des nationalités. Et je sais aussi, comme tu es en train de parler ainsi, ce que je ne voulais peut-être pas dire, mais que les gens ont fait de la fraude sur la nationalité, sous Bédier. J'ai suivi ça. Et donc, j'ai parlé même avec quelqu'un qui avait été envoyé par Bédier, le président Bédier, pour aller faire une enquête, tout ça, que j'ai rencontré. Donc, la fraude, elle existait. Comme quand on est à l'étranger, ici en Amérique, si tu peux t'arranger pour avoir les papiers américains, tu le fais. C'est humain, tu comprends? Mais à un moment donné, quand tu es président, et que quel que soit ce dont tu as souffert, tu dois pouvoir régler les choses dans l'intérêt supérieur. Parce que quand tu le fais, il y en a qui se sentent lésés aussi.
C'est pour ça que la loi sur l'immigration ici aux États-Unis, Obama ne sont pas africains. Il n'a pas donné tous les papiers aux Africains. Il aurait pu dire, bon, je suis noir, les noirs ont tellement souffert, donner tous les papiers aux Américains. Mais il n'a pas fait. Et il a même fait ça quand? Après son élection. Mais quand s'il avait fait ça avant, les républicains lui ont dit, bon, Obama a fait ça parce qu'il veut être réélu. Donc, tu vois, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne va pas trop perdre le temps sur ça. Je viens maintenant sur la Côte d'Ivoire. Bon, c'est le procès de Gbagbo. On a parlé, c'était sur votre plateau. Vous m'avez, avec Lazare, Jérôme, vous m'avez, avec Germain, je vous ai dit que le procès de Gbagbo là, allait être le procès de l'impérialisme, et que ça allait être le procès d'Alassane Dramane Ouattara, et que ça allait être le procès de Soro Guillaume. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, quand le tribunal pénal international vient, et la Cour de justice dit qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments, après avoir analysé un document qui leur a été produit, un document de 4000 pages, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de crime qui a été commis en Côte d'Ivoire. C'est un contexte de guerre. La position, c'est que ou bien Gbagbo Laurent est au TPI, à la prison en Hollande, et puis ses voisins de chambre, c'est Soro Guillaume et Alassane Dramane Ouattara, ou bien il est libéré pour que la Côte d'Ivoire puisse négocier sa réconciliation, dans la mesure où les Blancs là, qui ont poussé Alassane Dramane Ouattara à amener Gbagbo au TPI, là, quand Mandela a été libéré, et que c'est eux qui ont fait la presse, ils étaient contents de savoir que tous ceux qui ont commis tous les crimes en Afrique du Sud, pendant près de 300 ans, qu'on leur donne l'amnistie après le forum de réconciliation. Donc même le forum de réconciliation de Gbagbo, je vous ai donné ma position à ce niveau que ça n'avait pas été fait comme moi je l'aurais souhaité. Parce que si ça avait été fait comme ça s'est passé en Afrique du Sud, en tout cas, chacun allait se regarder dans le miroir et chacun allait reconnaître ses crimes. Mais cela n'a pas été fait aujourd'hui, c'est injuste que dans un conflit qui a opposé deux camps, un seul individu et un seul camp soit puni et que l'autre camp là ne soit pas puni. Je l'ai dit hier, aujourd'hui et demain. Ma contribution par rapport au panafricanisme. Bon, président, moi je sais. Voilà, moi j'allume ma bougie. Les interviews que je fais là, c'est ma bougie que je suis en train d'allumer. Ma thèse que j'ai faite là, c'est pas parce que je suis un économiste. Je voulais lire pour savoir ce qui se passe. Je suis allé pour voir, pour proposer quelque chose. C'est ma révolte personnelle. Voilà, parce que et puis, aujourd'hui, débat du panafricanisme pour que je sois avec le président et puis avec Ali, avec deux personnes, pour qu'on puisse discuter là. C'est pour qu'on arrive petit à petit à engager ce débat-là. Et si on continue comme ça, au-delà de nos différentes politiques, un jour, ça va devenir, ça ne va plus être un discours périphérique, ça va être maintenant un discours dans lequel beaucoup de gens vont se retrouver. Quand Gbagbo Laurent était encore au pouvoir, que certains de ses partisans quand certains partisans ont vu ce qui est arrivé à Gbagbo, tous ces Camerounais, la tragédie de Gbagbo aujourd'hui a apporté un peu un impetus au mouvement panafricain. Donc les Africains vont y arriver. Et moi, je voudrais, au niveau théorique, au niveau du discours, au niveau de la pratique, et on n'a pas eu le temps d'expliquer tout cela, comment est-ce que je conçois la nouvelle vision du panafricanisme du XXIe siècle. Donc j'ai fait des recherches là-dessus, et c'est même ce que je viens de présenter au forum de gauche tout à l'heure. Donc voilà un peu, donc on aura le temps un jour d'élaborer sur ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci, docteur. Je pense qu'on ouvre en même temps le sujet de notre prochain débat, puisque ce n'est pas la dernière fois que nous allons vous recevoir sur nos plateaux. En fait, ça faisait partie des éléments de cet entretien de ce soir. Quelle est votre vision pour l'Afrique de demain et surtout quelle est la participation des générations futures dans le processus de la conception de cette Afrique de demain. Je pense que ça serait un peu le thème de notre sujet la prochaine fois. Il n'y a pas de problème. Alors, au nom de la direction d'Ivoire TV, je voudrais vous remercier d'avoir effectué le déplacement jusqu'à nos studios et puis pourquoi pas bon retour chez vous. Et puis je pense que, comme on a peut-être le dit, on se revoit très bientôt. Merci beaucoup, Germain. Merci à Lazare, merci. Chers amis d'Ivoire TV, je recevais ce soir dans nos studios le docteur Nyaka Lagoké, venu spécialement de Washington DC. Ça fait soit 4 heures de route. Hier, c'était plus que ça. 6h30, l'embouteillage et la pluie. Mais attends, ça fait 4 heures de route pour participer à cette émission. Merci, dormez bien. C'était Germain Kwasi, les grands interviews. Bonsoir. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.